Bonjour à tous, nous allons aborder les fonctions trigonométriques et leur étude. Bon, c'est de la trigo et des fonctions, donc c'est pas très compliqué, mais comme c'est de la trigo, c'est, vous vous rappelez, il y a les radians, il y a tout ce que vous devez connaître, les cosinus, les sinus, des angles remarquables. Enfin, on va revoir tout ça et inclure cela dans les fonctions trigonométriques. Voilà. Dans un premier temps, nous allons voir les propriétés des fonctions sinus et des fonctions cosinus. Et dans un second temps, nous verrons l'étude des variations de ces fonctions. Alors, la première chose à se rappeler, c'est ce qu'est un cosinus et ce qu'est un sinus. Alors, lorsque x est une mesure en radians de l'angle IOM, ici. Donc, si je mets petit x ici, voilà, c'est une mesure en radians. C'est aussi, vous vous rappelez, le chemin parcouru sur le cercle de rayon 1, le cercle trigonométrique. Alors, ce qu'on appelle le cosinus de x, c'est la longueur ici, enfin c'est pas la longueur, c'est l'abscisse ici de m, et ce qu'on appelle le sinus de x, c'est l'ordonnée de m. Donc on se rappelle que le cosinus d'un nombre est compris entre moins 1 et 1, et le sinus d'un nombre est compris lui aussi entre moins 1 et 1. Alors ensuite, on va faire parcourir x au réel et on va définir les fonctions qu'on appelle cosinus x et sinus x. Donc f de x égale cosinus x, admettons, et g de x égale sinus x. Donc ces fonctions prendront des valeurs sur R, leur domaine de définition sera R, voilà, et les images de x par ces fonctions seront des nombres compris entre moins 1 et 1. Alors, la première chose à connaître sur ces fonctions, c'est ce qu'on appelle la parité. Lorsque x parcourt R, nous voyons que le cosinus parcourt toutes ces valeurs. Mais regardez bien, si je prends x positif, vous vous rappelez le sens trigonométrique, le sens trigonométrique positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si x parcourt ici, admettons, on va prendre le premier cadran, parcourt ici, le cosinus prend ces valeurs. Et si en même temps que je prends x, je prends moins x, ici en fait, moins x, et que vous faites le travail mental, donc de déplacer m ici et donc de déplacer ce point là, et bien vous voyez que le cosinus de x et le cosinus de moins x sont égaux. On dira que la fonction cosinus est paire. Donc dire qu'une fonction est paire, c'est dire donc f est paire. Donc déjà, il faut que cette fonction soit définie sur R, définie, alors pas sur R nécessairement, mais sur un domaine de définition qui contient tous les nombres et ses opposés. Donc pour l'instant, on va dire sur R. D'accord. Si et seulement si, pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, et f de moins x est égal à f de x. Alors, pourquoi est-ce que la fonction cosinus est paire? Eh bien tout simplement parce que pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, et cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Donc la fonction f est paire. Enfin la fonction cosinus, pardon. La fonction cosinus est paire. Voilà. Alors, d'une façon générale, en ce qui concerne les fonctions paires, donc on peut remplacer
le domaine R par un domaine de définition de f. Le tout, c'est que si un nombre appartient à ce domaine, alors son opposé appartient aussi à ce domaine. Voilà, donc il faut retenir la définition d'une fonction paire. Une fonction est paire si et seulement si, pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient à d de f, et f de moins x est égal à f de x. Donc la fonction f est paire. Alors, qu'est-ce que ça implique au niveau géométrique qu'une fonction soit paire? Eh bien, si j'ai un nombre x ici, j'ai son opposé moins x, et que les deux images sont identiques, donc f de moins x est égal à f de x. Vous voyez que si je fais ça pour tous les nombres x, ici on va prendre les nombres x qui appartiennent à R, si j'impose que les images soient toutes égales entre les nombres et leurs opposés, et bien vous voyez apparaître une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc dire qu'une fonction f est paire signifie que C de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la courbe admettra une symétrie ici par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Alors nous allons maintenant voir pour une fonction impaire. Donc, comme la fonction sinus est paire, on dira que la fonction, comme la fonction cosinus est paire, on dira que la fonction sinus est impaire. Alors, le phénomène pour la fonction sinus, si je le reprends ici, voilà, ici, là, voilà, vous voyez que le sinus de x et le sinus de moins x sont opposés. Ça sera la définition d'une fonction impaire. Donc, on dira que f est impair. Donc f est défini sur, alors on va prendre R comme tout à l'heure, et ensuite on généralisera la définition d'une fonction impaire à un autre domaine de définition. Donc si, seulement si pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, et donc f de moins x est égal à moins f de x. C'est-à-dire que l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Alors, en ce qui concerne la fonction sinus, donc pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, et le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc vous avez bien f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc la fonction sin est paire, est impaire. Sin est impaire. Voilà. Alors de la même manière, pour montrer qu'une fonction f est impaire, je ne suis pas obligé de me placer sur R. Je peux me placer sur un domaine de définition quelconque, à condition que x appartienne à ce domaine de définition et que moins x appartienne aussi à ce domaine de définition. Ce qui impose en fait que le domaine de définition soit centré en 0. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, voilà, si vous avez un 0 ici, donc par exemple vous prenez toutes ces valeurs-là, mais alors il faut que leur symétrique ici soit aussi dans le domaine de définition. En fait, vous n'êtes pas obligé nécessairement de prendre 0, mais en tout cas, il vous faut que si vous avez x dans le domaine, il faut trouver moins x. Donc vous avez une symétrie du domaine par rapport à 0. Alors bien sûr, 0 peut être inclus, et puis aussi, comment dire, R est symétrique par rapport à 0, puisqu'il contient tous les nombres et leurs opposés. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe représentative d'une fonction
impair. Alors, on va reprendre ici hein, une fonction impair. Voilà. Donc, je vais reprendre en bleu le graphique. Voilà. Alors, si j'ai x ici, f de x ici, j'ai moins x ici, moins f de x ici, qui est égal à f de moins x. Donc, vous voyez, si j'ai un point ici, j'ai un point ici. Donc, ce qui apparaît en fait, c'est que j'ai le symétrique par rapport à O, vous voyez, qui apparaît. Donc, si j'ai un point ici, vous voyez, je vais avoir un point symétrique par rapport à O ici qui appartient à la courbe. Donc, en fait, si j'ai cet arc de courbe là, vous voyez, je vais trouver son symétrique par rapport à O, c'est une symétrie centrale. Voilà. Voilà. Donc, f est impair signifie que C de f est symétrique par rapport à O. Pour résumer, donc la fonction cosinus est impaire, donc pour tout x appartenant à R, cosinus de moins x est égal à cosinus x, et donc sa courbe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la fonction sinus est impaire, donc sinus de moins x est égal à moins sinus de x, et sa courbe sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Nous allons maintenant étudier la périodicité d'une fonction. Alors la définition d'une fonction de période t, c'est dire qu'une fonction est définie sur son domaine de définition. Il faut que x appartienne à ce domaine de définition et x plus t, t ce qui sera la période, une période, parce qu'il n'y a pas unicité de la période, une période, x plus t doit aussi appartenir au domaine de définition. Et il faut démontrer que f de x plus t est égal à f de x. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en un point, voilà, 0, et par exemple quand vous rajoutez 2π, vous retrouvez à la même image. Donc les images de x plus t sont les mêmes que les images de x, qui serait la périodicité. Vous voyez, le motif qui se répète. Ici, vous êtes en 0, donc vous avez l'image qui vaut 1, et en 2π, moins 2π, l'image vaut 1 aussi, et en 2π, l'image vaut 1 aussi. Donc il y a un phénomène de périodicité. On voit bien, c'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions dites périodiques. Donc les fonctions cosinus et sinus ont une période de 2π qui correspond en fait au parcours de x sur le cercle trigo. C'est un tour sur le cercle trigo. Donc quand vous revenez ici, vous reprenez les images à l'identique. Donc c'est aussi ce qu'on appelle des fonctions dites circulaires. Voilà. Alors, la fonction cosinus est de période 2π, on dit aussi 2π périodique, car x appartenant à R, x plus 2π aussi appartient à R, et cosinus de x plus 2π est égal à cosinus de x. En fait, x plus 2π et x ont le même point image ici. Donc si x vaut 0 c'est ici, si x vaut pi sur 4 c'est ici, etc. etc., etc. Et c'est identique avec la fonction sinus, puisque la fonction sinus est aussi 2π périodique, x appartenant à R, x plus 2π appartenant à R, sinus x plus 2π est égal à sinus de x, toujours pareil, parce que les points correspondant à x et à x plus 2π sont placés de façon similaire sur le cercle trigonométrique. Nous allons maintenant étudier d'un petit peu plus près les fonctions sinus et cosinus. Donc nous voyons que cosinus, on va commencer par cosinus. Cosinus de 0 vaut 1, cosinus de pi sur 2 vaut 0, cosinus de pi vaut moins 1, cosinus de 3 pi sur 2 vaut 0, etc., etc., etc. Donc si je trace toutes les images, vous voyez que j'obtiens cette courbe représentative. Alors, on repère bien l'axe des ordonnées comme axe de symétrie de la fonction cosinus, de la courbe de la fonction cosinus, et nous voyons aussi apparaître la périodicité. Si je me place sur l'intervalle 0 de pi, eh bien, je peux reproduire à l'identique
ici, ce morceau de courbe sur l'intervalle moins 2pi 0. Donc vous voyez, c'est du copier-coller en fait de la longueur d'une période pour reproduire la courbe. Donc on répète ce procédé-là à l'infini et donc nous avons la courbe représentative de la fonction cosinus. Donc je représente sur une période, hop, et ensuite je recopie le motif sur les périodes suivantes. Alors j'ai commencé à 0, j'aurais pu commencer à pi sur 2, l'origine est comment dire, indifférente. Pour la fonction cosinus, c'est la même démarche. Donc sinus de 0 vaut 0, sinus de pi sur 2 vaut 1, sinus de pi vaut moins 1, sinus de 3pi sur 2 vaut moins 1 et sinus de 2pi vaut 0. Et là aussi, donc, vous avez la symétrie par rapport à l'origine du repère, hein, puisque la fonction est impaire. Et ensuite, vous avez la périodicité de cette fonction. Hein, si vous prenez le motif sur 0 de pi, vous voyez que ce motif est identique sur moins pi 0. Voilà. Donc nous allons terminer ici cette première partie sur les fonctions trigonométriques. On verra ensuite les variations des fonctions trigonométriques dans une autre petite vidéo.